Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio KNTB 102.7 FM émettant de Tokoin-Sauted en direction de la ville de Lomé et ses environs. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci donc pour votre fidélité et d'écoute au plateau ce matin avec les confrères journalistes pour décrypter l'actualité sociopolitique de notre pays, parlant des réformes et également de la vie chère, notamment les actions de l'action contre la vie chère, notamment l'appel au boycott des produits pétroliers et également de la téléphonie mobile. Nous allons également essayer avec nos invités ce matin d'amorcer un tout petit peu le bilan de l'année 2014 sur le plan santé. Voilà pour le sommaire ce matin au plateau de cette émission, au micro pour son animation. Appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego, technique et mise en onde, Magloire Malix pour KNTB, Émilie derrière la caméra pour togovision.com, sans oublier les équipes des autres médias partenaires, Eben Radio, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro. Bonjour donc à vous toutes et à vous tous et bienvenue au plateau de grand jury. Ceci étant rapidement, permettez quand même qu'on salue ce plateau composé aujourd'hui de 3 invités. Pacoum Dossé de l'agence émergence togo.com. Bonjour Pacoum. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de la radio KNTB. Voilà, elles sont également à l'écoute et ils vous saluent d'ailleurs. Joseph Gada, le patron du site web Horizon News et du journal Économie et Développement. Bonjour Joseph. Oui, c'est un grand plaisir pour moi d'être là ce matin et je profite de l'occasion également pour souhaiter une bonne journée à tous les patrons de presse aujourd'hui qui sont en journée porte ouverte. Oui, à l'Agora Senghor. En tout cas, nous y serons après, juste à la fin de cette émission. Notre troisième invité, Espoir Koujodi, directeur de publication du journal L'Engagement. Bonjour Espoir. Oui, bonjour Rodrigue, bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de la KNTB. Et très bien, ceci étant, je reste avec vous pour amorcer le premier point, donc le premier sujet de notre rendez-vous du jour, qui tourne autour de la question des réformes. Vous n'êtes sans savoir que vendredi dernier, les ODDH CAP 2015 et l'action contre la vie chère étaient dans les rues pour exercer une sorte de pression sur le pouvoir afin que soient opérées les réformes avant la présidentielle de 2015. Au moment même où, à l'Assemblée nationale, les discussions se poursuivent, où les tractations se poursuivent, afin d'assurer un bon aboutissement à la proposition de projet de loi introduit conjointement par les députés Car Adi et CAP 2015. Alors, aujourd'hui, la question est de savoir si on peut croire en ces réformes et quels sont les éléments qui permettent de croire que ces réformes seront opérées avant 2015. Oui, aboutira pas la proposition de loi consensuelle du CAP de l'ADI et du CAP 2015. C'est la question que se posent aujourd'hui les Togolais. Je pense que la question des réformes constitue la pendante de l'heure depuis un certain temps. Et les acteurs se bousculent, se bousculent, chacun à son niveau, pour que ces réformes aient lieu. Mais la réticence, on la remarque toujours du côté du pouvoir où on lie tout à ce petit détail-là lié à la participation ou non de l'actuel chef d'État du président sortant, le président Faure Gnassingbé, à la prochaine présidentielle. Maintenant, est-ce que ce petit détail-là sera réglé? Est-ce que d'un côté ou de l'autre, on aura à mettre de l'eau dans le vin pour que ces réformes aboutissent? Mais je pense que dans ce combat, dans ce combat pour que les réformes aboutissent, je pense que les églises également, après leur sortie de la dernière fois, sont en train de rencontrer à nouveau les acteurs de la vie sociopolitique du pays, du pouvoir et de l'opposition, pour qu'ils fassent diligence pour que ces réformes-là soient adoptées. Mais maintenant, est-ce que du côté même des acteurs politiques, ce vouloir de faire tout pour que ces réformes-là aboutissent avant la présidentielle, est-ce que c'est remarquable? Peut-être du côté de l'opposition, puisque vous venez de parler d'une manifestation de rue de la dernière fois qui a regroupé l'opposition et la société civile ensemble qui réclamaient justement ces réformes. Mais du côté du pouvoir, est-ce que réellement le pouvoir a envie de faire les réformes avant la présidentielle en perspective? Sinon, si c'est ce petit détail-là qui cause la nécroche, moi je ne vois pas, parce que il n'est pas question de traiter la question de participation ou non de l'actuel chef de l'État à la prochaine présidentielle dans ces réformes-là. Je pense que les réformes, c'est quelque chose qu'il faut faire de façon durable
pour que c'est quelque chose fait de façon impersonnelle. Il n'est pas question de ménager quelqu'un ou soit d'aller à l'encontre de quelqu'un. Il est tout simplement question de doter le pays d'une loi fondamentale assez forte pour que la démocratie que nous voulons tant bien roule comme sur des roulettes, si je peux me répéter. Maintenant, s'il faut rabattre tout sur cette question de retour à l'activité de la loi ou non, moi je ne pense pas que c'est... Moi je pense que c'est inopportun pour le moment parce qu'il faudra faire les réformes si on a réellement envie. Maintenant, il revient à l'institution suprême de droit, la Cour constitutionnelle, de dire non ou d'accepter la candidature du président Faure. Maintenant, si on fait semblant... Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si on fait les réformes et qu'il n'y a pas de garantie, au minimum, la Cour constitutionnelle va outrepasser la constitution qui sera établie pour valider ou non la candidature de quelqu'un? Non, ce que moi je dis, c'est simple. Je vais être un peu dans ce débat de légaliste. Où, pour les réformes, je ne vois pas dans quel pays où on veut faire, on veut changer, hein, on veut redonner cette force-là à la Constitution qui a été tripatouée et on insère une disposition transitoire qui permet à quelqu'un d'aller aux élections. Non, c'est là où je dis que l'institution qui est habilité à se prononcer sur la question, c'est la Cour constitutionnelle. Maintenant, si on fait diversion pour dire voilà que c'est cette question-là qui fait traîner les choses, moi je ne pense pas. Et l'opposition aussi est flouée, l'opposition aussi tombe dans ce petit jeu-là. Autant arrêter cette question-là pour dire voilà, il faut faire les réformes. Nous acceptons de cette question de participation du président ou non, ça ne nous engage pas pour le moment. Laissez la Cour constitutionnelle au moment venu de traiter de la question. Là, jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question, mais on va y revenir. Joseph, en tout cas, la situation est face à un blocus aujourd'hui où on lit, d'une part, la détermination ou la volonté d'opérer les réformes, sauf que ces réformes ne doivent pas empêcher le président actuel du Togo de se présenter pour un troisième mandat. Et de l'autre côté, on se dit, on est partant pour les réformes, mais non à une candidature du président de la République ou de l'actuel président de la République pour avoir déjà fait 10 ans au pouvoir. Maintenant, on n'est pas sans savoir que les débats se déroulent à l'Assemblée où ce même parti au pouvoir a la majorité des députés, 62, face à une minorité donc des députés de l'opposition. Que faire aujourd'hui pour que les uns et les autres puissent faire des concessions et permettre l'opérationnalisation de ces réformes afin de relancer le pays? Non, parce que moi je n'ai pas une baguette magique tout à l'heure à vous montrer, mais je pense que le seul moyen aujourd'hui pour que tous les acteurs puissent quand même arriver à ces réformes, c'est le moyen de consensus. Parce que, comme le dirait un leader de l'opposition, même en temps de guerre, les ennemis se retrouvent, se parlent pour pouvoir quand même ramasser au moins le mot. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas parler, on ne parle pas des mots, mais il y a urgence que, au jour d'aujourd'hui, que la classe politique puisse s'entendre. Vous savez, parce que ce n'est pas une histoire pour les Togolais aujourd'hui que l'Église en a fait cas, le groupe de 5 en a fait cas. Je vous le rappelle également que la fois dernière, le représentant du secrétaire général de l'ONU, Ibn Chabat, était à Lomé, il a raconté la classe politique. C'est toujours le problème, c'est toujours l'histoire du consensus. Hier, à l'ouverture du 46e sommet de la CEDEAO, c'était également, on appelait le Togo et quelques pays qui auront organisé également les élections en 2015, toujours à ce que la classe politique puisse aller au consensus. Donc, je crois aujourd'hui que, comme Togolais que nous sommes, terre de nos aïeux, qui nous appartient aux uns et aux autres, ça ne sert à rien parce que mon frère Espoir vient de détailler beaucoup de choses que moi je ne veux plus qu'on revienne là-dessus. Je pense que les gens ont marché jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas un résultat conséquent. Les gens ont fait des versions dans certains partis politiques, dans certains regroupements, parce que les réformes d'abord, avant le choix de la candidature unique, je pense que tout ça là, ça ne nous amène nulle part. Si durant toute l'année 2015-2014, la classe politique s'est acharnée seulement sur les réformes, et on n'a rien trouvé jusqu'aujourd'hui, parce que ici, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un résultat concret. Le résultat concret aujourd'hui, c'est que les gens puissent s'asseoir. Quoi qu'on dise
c'est vrai que les gens ont dit non. Il y a beaucoup. Est-ce que les gens refusent de s'asseoir? Oui, Je rappelle qu'il y a eu plusieurs dialogues. Oui. On a dénombré entre-temps plus de 22 dialogues au Togo, ici, autour juste de la seule question des réformes. Maintenant, je dis, la question est de savoir que faire, parce qu'il faut aujourd'hui être capable de démontrer à travers des pistes données de montrer une voie d'aboutissement à ces partis politiques ou à ces leaders de partis politiques pour que ces réformes soient opérées. C'est là où je reviens par exemple au niveau de l'opposition et au niveau du pouvoir. Au niveau de l'opposition, c'est-à-dire que marcher et faire la pression sur le gouvernement, c'est bon. Mais le camp d'en face, il faut que c'est un cas qui a déjà fait plus de 50 ans au pouvoir. Et c'est un arbre bien enraciné. On ne peut pas le couper, on ne peut pas le démolir d'un seul coup. Donc il faut, quel qu'en soit, que les discussions, là on parle de discussions même internes, que les discussions internes arrivent quand même à donner un peu de garantie, un peu de sécurité quand même à ces gens-là qui sont devant vous. Quand vous voulez faire l'alternance dans un pays où les gens ont déjà fait 50 ans, vous ne pouvez pas aller, s'il n'y a pas un consensus, si vous n'arrivez pas à donner de garantie aux gens. Mais imaginez qu'au moment... Qu'est-ce que vous mettez dans garantie? Non, pas de garantie. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'au Togo, ce n'est pas moi qui le dis, le président même l'avait dit, qu'il y a une minorité qui s'accapare des biens du pays. Et ces minorités sont là. C'est-à-dire que, bon, on connaît les gens. Mais ces gens-là qui vont partir, bon, bien que s'il y a intérêt demain, on peut les prendre. Dans certains pays, on l'a vu. Quand il y a donc il faut leur dire, on ne va pas vous poursuivre. Pourquoi pas ne pas leur donner, par exemple, un peu de garantie, comme je l'ai dit. Les amnisties. Les amnisties, s'il vous plaît, les amnisties pour leur dire, bon voilà, vous avez gouverné le pays, bon, vous avez eu quand même à prendre beaucoup d'argent, quoi qu'on le dise, c'est vrai, parce qu'au jour d'aujourd'hui, selon le rapport 2014 de Transparency International, le Togo a encore perdu 3 points. 3 points, ça veut dire qu'il y a encore le problème de corruption dans le pays. Et les gens en ont gagné quand même aussi frauduleusement. Mais dites-vous que, bon, soyez dans le pays, investissez tout ce que vous avez pris, et que, bon, nous allons continuer à travailler ensemble. Je pense que ça, ce sont des premiers pas que l'opposition doit faire. Mais quand vous êtes dans la rue, vous commencez à chaque jour à insulter les gens. Dites non, nous allons vous dégager. Et quand nous serons arrivés, on ne va plus voir avec nos yeux. Je pense que ceux-là aussi vont dire non. C'est parce que vous comptez sur du côté du pouvoir. Du côté au pouvoir, je pense que aujourd'hui, quel qu'en soit le cas, c'est le pouvoir qui a le vent en poupe. Et il va falloir que le pouvoir mette un peu de l'eau dans son vin. Qu'est-ce que vous mettez dans mettre de l'eau dans le vin? C'est de revoir cette constitution qui était de 92 et que par consensus, par référendum, tous les Togolais ont voté et qui a été changé en 2002. Il faudrait que les gens se disent que, bon, aujourd'hui, avoir les normes internationales sur les constitutions, sur les droits de l'homme, il faut faire 2 ans, 2 mandats, 3 mandats, peut-être que c'est de trop, et que le gouvernement dise non, ok. Là où nous sommes aujourd'hui, il va falloir que, au nom des Togolais, pour l'apaisement politique, bon, attendons-nous avec nos frères. Parce que je le dis, même ces réformes unies à 63 députés. 62 députés. 62 députés. Ils ne pouvaient pas faire à eux seuls. Et ils ne peuvent pas modifier la constitution. De même qu'au niveau de l'opposition, donc il faudrait qu'ils s'entendent pour dire, bon, okay, si c'est vrai que le président devait encore se replacer en 2015, que ce soit vraiment une entente. Jusque-là, vous ne répondez pas à ma question. Vous avez demandé à l'opposition de garantir la non-poursuite à une minorité, si je vous cite bien, qui s'accapare des ressources du pays. Maintenant, du côté du pouvoir, qu'est-ce qu'il faut laisser également? Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'on parle de concession. C'est ce que j'ai dit qu'aujourd'hui, il faudrait que le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, quel qu'en soit le cas, c'est le pouvoir. Le pouvoir la met tout derrière lui. Hein, quoi qu'on dise. C'est vrai que notre armée n'est pas aussi encore. On tend vers une armée républicaine. Ce n'est pas encore une armée républicaine. C'est pour cela que je dis qu'il faudrait que le pouvoir mette de l'eau dans le vin, c'est-à-dire que. Oui, c'est-à-dire faire quoi concrètement? Il y a certaines barrières que le pouvoir doit accepter de sauter. Soyez précis. Donc, par exemple, très bien, je comprends que la Cour constitutionnelle, par exemple, voilà. Que la Cour constitutionnelle, que la CENI, aujourd'hui, que le gouvernement, quoi qu'on dise, a mis en place, que la Cour constitutionnelle, que le gouvernement, aujourd'hui aussi, a mis en place, qu'au moment opportun, au moment des élections, il y a qu'après les élections, que les résultats soient proclamés tels que cela se doit.
pas ce que je peux faire avec ça. En tout cas, voilà, un tout petit peu, voilà, par contre, c'est vrai, nous sommes dans ce débat autour de la question des réformes où vous avez l'habitude de dire qu'il faut privilégier les discussions de coulisses. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment donné où chacun doit laisser quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez que de chaque côté, on peut laisser? Oui, il faut dire que sur le plan politique, évidemment, il n'y a aucun parti politique qui dispose de la majorité pour pouvoir modifier la Constitution unilatéralement. Donc, ce qui impose un consensus, forcément, obligatoirement, et lorsqu'il s'agit de modifier la Constitution, il faut aller sur le terrain de consensus parce que l'UNIRA a 62 députés, il n'a pas la majorité qualifiée, l'opposition n'a pas la majorité qualifiée. Donc le consensus, ça dit que c'est un passage obligatoire. Maintenant, et je pense que l'opposition, en étant dans la rue, a quand même le réflexe de discuter également avec le pouvoir. Peut-être que ce ne sont pas des discussions au micro, ce ne sont pas des discussions qui se font. C'est des discussions qui se font donc derrière leur caméra. Je pense que c'est des gens avisés. Ils ont commencé le processus de démocratisation depuis 1990. Et je ne pense pas que c'est une méthode qu'on doit leur enseigner aujourd'hui. C'est des gens mûrs. Et aujourd'hui, il me paraît qu'à part la rue, ils font des discussions. Moi, j'ai approché un leader de CAP 2015 la fois dernière. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, au fait, il faut faire les réformes. Mais au cas où il y aura une brèche qui doit être ouverte pour dire que le chef de l'État actuel doit participer à la présidentielle, ce qui ne doit pas être inscrit justement dans la Constitution. La Constitution, on doit la voter en l'État. Et peut-être il peut y avoir un accord qui ne fait pas partie bien sûr de la Constitution, mais qui est un accord politique qui pouvant permettre au chef de l'État de briguer un second mandat. Maintenant, qu'est-ce que le leader dit? Un troisième mandat. Je ne dis pas que c'est un avis qui vient de moi. Qu'est-ce que le leader dit? Le leader dit, au cas où le chef de l'État veut toujours briguer un troisième mandat, il faudrait qu'au retour, qu'on fasse la recomposition de la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle a été mise en place de façon illégale, dans des conditions qu'on ne peut pas... consensuelles. Oui, parce que vous allez voir que on boudait carrément donc vous allez voir que les membres de la Cour constitutionnelle n'inspirent pas confiance. Il faut recomposer la Cour constitutionnelle, même s'il le faut recomposer la CENI. Et donc, il faudrait que le pouvoir donne un garantie. Le pouvoir donne un garantie pour des élections libres, équitables, transparentes et démocratiques. Là, à cette condition, eh bien, l'opposition radicale peut permettre, je dis que j'ai approché un leader de CAP 2015, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, l'opposition radicale peut concéder c'est-à-dire accorder un troisième mandat. Donc, accorder un troisième mandat à condition que, je précise, accorder un troisième... Je ne dis pas que l'opposition radicale va céder pour que le chef de l'État actuel puisse faire 5 ans. Je ne dis pas ça. Je dis l'opposition radicale peut accepter la candidature du chef de l'État actuel, mais il faudrait que l'élection présidentielle soit libre, démocratique, claire, transparente. Comme ça, celui qui gagne, gagne. Donc, je pense que les discussions doivent aller dans ce sens, puisque le UNIR estime que
leur champion ou son champion doit toujours se présenter en 2015. Si c'est ça le seul blocage qui ne va pas permettre d'opérer les réformes, il va falloir que l'opposition essaie de... Et l'opposition et la mouvance présidentielle essaient de mettre de l'eau dans son vin. Moi, je pense que si à chaque fois on dit que c'est l'opposition qui gagne et que c'est le pouvoir qui est proclamé, eh bien, si les élections sont claires, démocratiques, libres, transparentes, et que chacun est libre de faire des campagnes partout dans le pays, chacun est libre de faire tout ce qui doit se faire pour essayer de séduire le lectorat. Je pense que même fort se présenter en 2015, ça ne poserait pas de problème. En tout cas, si on comprend bien, vous demandez quand même, dans votre ensemble, selon vos analyses, vous demandez à l'opposition d'accorder la candidature du président de la République en termes de concession, et également de donner des garanties de non-poursuite à la minorité citée par le chef de l'État. C'est une idée qui ne vient pas de moi. Je ne fais que faire le résumé des discussions. Donc, donner des garanties de non-poursuite à la minorité citée par le chef de l'État comme celle qui s'accapare des ressources du pays. Et également, vous demandez à l'opposition d'assurer, vous demandez au pouvoir d'assurer la transparence des élections et la recomposition de la Cour constitutionnelle et la recomposition de la CENI. Espoir, est-ce qu'avec ça, comme consensus, avec ça, comme concession de part et d'autre, on pourra faire les réformes? Oui, ben, ça n'engage que justement les selon politiques. Vous, j'ai dit selon vous. Nous ne pouvons qu'émettre des avis là-dessus. Oui. Maintenant, moi, je veux qu'on élève un peu le débat pour dire qu'en ce 21e siècle, croire que, espérer... refuser la limitation du mandat présidentiel, je pense que c'est s'aventurer. Jusque-là, si vous permettez, lorsqu'on parle de consensus. Si vous permettez, Espoir, jusque-là, personne n'a parlé de limitation de mandat ou non. Personne n'a parlé de... Nous sommes en train Nous sommes en train de tracer une piste pour permettre aux acteurs politiques, avec notre statut de leader d'opinion, pour qu'ils puissent l'étudier et voir dans quelle fourchette... prendre en compte Rodrigue, si tu peux me laisser un peu dire ce que j'ai envie de dire. Je dis tout simplement que moi, à mon niveau, je pense que tout se fait comme si le pouvoir est dans son droit, cet éternel droit-là, de maintenir le statu quo. Ce que vous dites, consensus, il faut que le pouvoir... Mon frère Joseph vient de dire que c'est le pouvoir qui a le vent en pouvoir. Je dis qu'en ce 21e siècle, on ne peut plus maintenir le statu quo. Le peuple souverain va défendre obligatoirement sa souveraineté. Et c'est ce que je dis. Il faudra justement que le pouvoir comprenne plutôt que c'est une exigence du moment de faire les réformes. Et non penser autrement que voilà, c'est une supplication qui doit être dédiée à son niveau, à son endroit par l'opposition, que c'est une supplication qui doit être faite à son endroit par l'opposition. Je pense que le vent de modernisme qui souffle dans tous les pays qui nous entourent et tout, je pense que ce vent-là aussi souffle ici. Donc, ce que moi je dis, il faut justement un consensus. Lorsque on voudrait bien, pour que ça aille de façon apaisée, pour qu'on n'en arrive pas à des situations bien incontrôlables. Maintenant, c'est au pouvoir, là où ça a toujours changé, je dis que c'est le pouvoir. Un pouvoir qui a régenté tout un pays pendant des années, c'est ce pouvoir-là qui pense à sa sortie par la grande porte. Il ne faut pas dire que c'est... Avec quand même des garanties. Je ne refuse pas, mais c'est au pouvoir de faire les grands pas. Quand je écoute le président de la République qui va au Ghana dire, voilà, tourner la page des réformes, ses collaborateurs, tout ça là, qui disent que la page des réformes est tournée. Mais quel est ce double langage-là que le pouvoir est en train de tenir? Vous pensez que la proposition de loi qui est actuellement à l'Assemblée nationale a la meilleure chance d'aboutir avec ces discours-là? Mais il ne faut pas qu'on se voie la face. Maintenant, moi je dis, pour que ça change véritablement, c'est le pouvoir qui doit prendre l'initiative. Mais si l'opposition prend l'initiative à travers le projet de loi, l'actuel projet de loi qui est sur la table des députés, je pense que c'est au pouvoir de provoquer cette discussion en sourdine pour pouvoir préparer sa sortie par la grande porte. Donc, ce que moi je dis, il ne faut pas qu'on estime, il ne faut pas qu'on dise voilà, que c'est une faveur
que le pouvoir est en train de faire au peuple togolais en faisant les réformes. Je pense que c'est le peuple souverain qui était convenu à la limitation de mandat à 2 en 92, au scrutin à 2 tours. Et ce qui a été tripatoué dans les conditions que vous connaissez. Donc ce que moi je dis, je pense que le pouvoir doit penser à sa sortie par la grande porte en faisant la réforme, pour éviter des lendemains incertains au Togo. Donc, tout ce que vous venez de dire, les garanties, on en a besoin. On en a besoin de tous les côtés. Mais il faudra justement que le pouvoir montre sa bonne foi de faire les réformes et non de jouer au chrono et de faire de la diversion. Voilà, Paco veut ajouter quelque chose. Oui, à ce que j'avais dit à l'instant, la personne ou la personnalité que j'ai rencontrée justement est allée plus loin pour dire que s'il le faut, il faut faire l'élection à la guinéenne, c'est-à-dire que inviter, mettre l'élection, l'organisation de l'élection à la disposition de l'ONU, par exemple, pour pouvoir garantir justement cette transparence. Bon, maintenant, quand mon ami Espoir disait que ce n'est pas une faveur pour le pouvoir de voter ou bien d'opérer les réformes, c'est vrai. Et à ce 21e siècle, on ne peut pas parler d'indulgence quant au vote ou bien quant à la mise en œuvre des éléments ou des structures pouvant aboutir aux réformes. Les réformes, ce sont des exigences de l'heure. Nous, quand nous parlons de consensus, je pense que je ne souhaite pas que aujourd'hui on parle encore de perte en vies humaines, ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est vrai que le président Compaoré est parti, mais vous allez constater aussi qu'il y a des blessés, il y a des morts. Mais nous sommes au Togo depuis 90, on parle des blessés, on parle de morts. On parle de blessés, on parle de morts. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire économie de ces blessés et de morts et aller sur le terrain de consensus? C'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, le pouvoir ne peut pas estimer qu'en opérant les réformes, en faisant en sorte que la question des réformes soit une réalité, que c'est une faveur. Non, ce n'est pas une faveur, ce sont les exigences de l'heure. Il n'a qu'à comprendre que ce sont les exigences de l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut approcher l'opposition, parce que je pense que c'est eux qui veulent sortir par la grande porte, et je pense que c'est des personnalités importantes, je pense que c'est des grands garçons, je pense que c'est des gens intelligents, et je pense toujours que c'est des gens qui pensent toujours au bonheur du peuple togolais, et en tant que tel, ils veulent toujours sortir par la grande porte. Ils n'ont qu'à faire le pas, approcher les gens de l'opposition. Je ne pense pas qu'eux aussi soient fermés, parce que si on vient chez vous, on vous dit que, bon, à la place des réformes, donnez-nous des garanties, signons des accords en sourdine et tout ça, là, je ne pense pas qu'ils refuseraient, parce que au niveau de l'opposition aussi, c'est des grands garçons, c'est des gens intelligents. Et quand le pouvoir fait le pas, je ne pense pas que l'opposition refuserait. En tout cas, vous avez assez compris. Nous allons cependant observer une courte pause et revenir juste après cette pause pour la seconde. Eh bien, nous sommes de retour ici au plateau de votre émission Grand Jury. Nous étions en train de parler de la question des réformes et de la question concession que doivent faire de chaque côté, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition, pour permettre à ces réformes d'être opérées et relancer le Togo sur de nouvelles bases. Et dans les discussions, vous avez compris quand même l'appel lancé au parti au pouvoir de donner des garanties quant à la recomposition de la Cour constitutionnelle, quant à la recomposition de la CENI et quant à l'organisation d'une élection crédible, libre, transparente et démocratique. Vous avez également lu l'appel lancé à la classe politique de l'opposition de donner des garanties de non-poursuite de la minorité, ou bien on va dire de l'équipe de la mouvance actuelle au pouvoir, et également de garantir une troisième candidature à l'actuel chef de l'État si telle est la volonté du parti au pouvoir unir. Et donc voilà ce qui est ressorti des premiers échanges
avec nos invités Espoir Koudjodi du journal L'Engagement, Joseph Gada de site Horizon News et du journal Économie et Développement, Pakoum Dossé de l'agence émergence Togo.com. Et nous sommes de retour avec la même équipe. Nous allons donner la parole à Joseph Gada qui voulait ajouter un mot à ce sujet des réformes. Oui, je pense que ce que moi je voulais ajouter, parce que unanimement, parce que nous sommes d'accord qu'on a besoin du consensus. Et ce consensus, on en a besoin avec les ingrédients. Mais j'aurais voulu que dans ce consensus, que la société civile joue également son rôle. Et je l'ai dit plusieurs fois qu'en ce moment, on a l'impression que la société civile joue, est vraiment, ou bien danse, en train de danser sous forme de crabe, si vous c'est-à-dire, si vous m'excusez le terme parce que je dis que à cette étape à laquelle nous sommes arrivés, il va falloir qu'il y ait au moins un médiateur. Et le médiateur ne va pas venir de l'extérieur. C'est nous, c'est entre nous les Togolais. Et c'est ce rôle primordial que la société civile doit également normalement jouer, pouvoir faire à ce que les deux parties, la classe politique, puissent s'entendre sur les tests. Puisque ça, quand nous parlons des organisations des défenseurs des droits de l'homme, c'est leur rôle ça. C'est d'amener quand même les acteurs dans un pays à pouvoir respecter les engagements au niveau des tests. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que on a l'impression, ou bien c'est mon avis personnel, que les ODDH se renferment d'un seul côté. Ce qui fait que la balance n'est pas aussi équilibrée. C'est vrai, si d'autres me diront qu'ils défendent toujours les droits de l'homme, mais il faut faire extrêmement la vie chère. Mais il faut faire extrêmement attention pour que demain, ce penchant ne soit pas livré contre eux. Moi, je dis tout simplement également qu'il faudrait que l'Église, que les groupes de 5, c'est vrai qu'eux, ils ont déjà jeté les dés tout en disant aller au consensus. Mais j'ai l'impression que chaque parti a pris ce qui lui semble bon, ce qui l'arrange en quelque sorte, parce que certains parlent de consensus, certains parlent du non, venez, on va faire le consensus, d'autres disent non, nous ne sommes pas d'accord avec le consensus. Donc il faudrait que dès à présent, la classe, l'Église et le groupe de 5 reviennent encore pour appeler les belligérants, si vous permettez. Nous ne sommes pas en guerre, oui, on va dire les protagonistes à s'entendre encore une fois. Vous vous rappelez qu'à la veille des élections législatives de 2013, ça a été fait avec le PNUD, ça a été fait avec l'ambassade des États-Unis. Mais pourquoi pas jusqu'au jour d'aujourd'hui? On ne peut plus le faire. Il ne faut pas qu'on aille jusqu'au bout, comme beaucoup de gens prétendent parler de lendemain incertain au Togo. Là. Moi, personnellement, je n'aime pas que nous, les journalistes, nous empruntons ces thèmes des acteurs politiques. Personne ne l'a dit autour de cette... Oui, parce que, il a dit, Espoir l'avait dit, il parle de lendemain incertain pour le Togo. Ouais, dit que normalement, nous sommes déjà des hommes d'opinion. Il y a certaines choses qu'on ne devons pas dire, que parler des morts, autres là. Nous devons donner les pistes. Au jour d'aujourd'hui, ce dont la presse politique a besoin, ce sont les pistes. Et tel qu'on entend de le faire ce matin, je pense que ce sont des pistes. S'il y a possibilité, on peut même faire un rapport de cette émission et envoyer à la presse politique. Parce qu'on a dit beaucoup de choses ici. Donc moi, je te demande à la veille de ces fêtes, nous souhaiterons qu'en 2015, que le consensus qui est. Je me rappelle toujours de ce couplet de l'Union nationale qui dit « Dans l'unité, nous voulons te servir ». Donc, il ne faut pas que nous chantons tout simplement alors qu'il y a les mots qui sont là. C'est dans l'unité que nous voulons servir le Togo, que cette unicité fasse à ce que demain nous ayons un lendemain meilleur pour le Togo. Voilà un dernier mot autour de cette question des réformes avec Pakoum. Oui, je voudrais faire deux mises au point. Et la première consiste à préciser que la plateforme Action contre la vie chère ne fait pas partie de CAP 2015, ne fait pas partie des ODDH qui ont organisé la marche de l'opposition. Bon, la deuxième mise au point, c'est que Joseph disait tout à l'heure que les ODDH sont du côté du pouvoir. Je voudrais lui rappeler que... Non, de l'opposition. De l'opposition. Je voudrais lui rappeler qu'il y a des associations aussi qui sont proches du pouvoir et qui organisent des manifestations, des conférences. On parle des défenseurs des droits de l'homme. Non, défenseurs des droits de l'homme, c'est après tout des associations. Donc, il y a des associations proches du pouvoir
et des associations qui se battent pour la cause du peuple togolais. Donc c'est ces deux mises au point que je voudrais faire, mais pour terminer, je voudrais dire tout simplement que le consensus et même le groupe des 5, la communauté internationale, les églises, personne ne peut aujourd'hui embrouiller ou bien brouiller la piste. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Personne ne peut brouiller la piste du consensus. Le consensus, il est très important. Nous en avons besoin pour arriver justement à une étape où il y a la paix et la concorde nationale. J'ai dit à l'instant que encore un mort, ce serait de trop. Donc il faudrait que nous essayons de faire en sorte que notre pays puisse éviter de ces morts, de ces blessés. Nous en avons assez. Nous ne voudrons plus enregistrer des pertes en vies humaines. Voilà, Espoir, un dernier mot sur la question des réformes. Mais je pense que le consensus est ici et maintenant. Si mon ami Joseph dit que j'ai parlé de lendemain incertain, je pense que c'est dû à l'entêtement de nos acteurs politiques, surtout du camp présidentiel qui, à mon avis, ne veut pas réellement passer cette réelle envie de faire les réformes. Maintenant, s'il faut s'entêter jusqu'à ce que cela ne débouche plus, ça ne proviendra pas de moi, Koudiodi. Je pense que les expériences des pays où il y a eu cet entêtement-là, où on a refusé de mettre ces pays-là sur les pas du renouveau jusqu'à ce que cela ne débouche sur des situations bien incontrôlables, je pense que ça doit nous édifier. Le cas récent, c'est le Burkina Faso. Donc moi, je n'ai jamais je n'ai jamais souhaité des lendemains incertains pour mon pays, sauf que je dis que le consensus dont on parle, c'est ici et maintenant, si on a réellement envie de faire les réformes. Donc je pense que, comme je l'ai toujours dit, c'est le pouvoir qui a déjà passé plusieurs années à la tête du pays, qui doit mener les débats, qui va provoquer les débats sur ces différents points que vous venez de citer, liés au consensus, liés à ces garanties-là, pour que nous avancions réellement vers ces réformes-là. Quand mon ami Joseph dit qu'il y a eu un mini-dialogue piloté par l'ambassade des États-Unis à la veille des élections, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, le président Faure est en train un peu d'être vomi par la communauté internationale. Parce que quand le président, cette communauté internationale avait fait un peu confiance au président, et le président a toujours promis à la communauté internationale, juste après les élections, on va faire les réformes. Et lors de ce mini-dialogue, c'est ce qu'on avait promis à l'opposition, que juste après les législatives, on allait faire les réformes. Mais le statu quo demeure. Donc il faudra comprendre que la communauté internationale se sent en quelque sorte flouée par le jeune président. Et donc, il faudra dire ici que si réellement on aime le Togo, si réellement notre président aime le Togo, il faudra qu'il accepte de mettre le pays sur les pas du renouveau, de faire les réformes pour que nous vivions cette démocratie-là dont nous rêvons tant. Donc, je pense que le consensus dont parle tout le monde, c'est ici maintenant, c'est ce que nous tous nous souhaitons. Et ça doit venir en grande partie du camp présidentiel. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce camp qui est assis dans le fauteuil présidentiel, c'est ce camp qui dispose les moyens, tant financiers, sur le plan militaire, ce camp a l'armée derrière lui et tout. Donc, je pense que si réellement on veut mettre du neuf à la tête du pays, si réellement on veut doter le pays de lois et d'institutions fortes et crédibles, je pense que c'est le pouvoir qui va faire l'essentiel des pas. Et donc je pense, quitte à l'opposition également, de mettre un peu de l'eau dans son vin sur des questions qui clochent. Eh bien, ce sera donc tout pour ce premier sujet lié à la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles dans notre cher pays, le Togo. Nous avons déjà fait dans un premier temps la synthèse des propositions faites par les uns et les autres. Nous allons aller cependant au second point, qui consiste à la question de la vie chère ou de la baisse des produits pétroliers par le gouvernement, sans passer sous silence l'appel au boycott des produits pétroliers, des produits de la téléphonie mobile par la plateforme Action contre la vie chère. Nous allons donner la parole à présent à Paco Mdosser. Aujourd'hui, la plateforme Action contre la vie chère a appelé les populations togolaises à boycotter les produits pétroliers et les services des sociétés de téléphonie mobile. Qu'est-ce que vous en dites? Quels commentaires vous en faites? Et pourquoi, selon vous, cet appel? Non, je pense tout simplement que c'est des citoyens, ils vivent la même situation que tout le monde.
nous sommes dans une situation où la vie devient de plus en plus chère. Et bon, la fois dernière, en janvier, le gouvernement avait augmenté le prix des produits pétroliers, comme quoi il y a une hausse du prix du baril du pétrole au plan international. Aujourd'hui, le baril du pétrole ne baisse pas, mais chute. Le prix du baril du pétrole ne baisse pas, mais chute considérablement. Et aujourd'hui, au lieu de baisser le prix au plan national, et après les appels incessants, les déclarations, les communiqués de presse de la plateforme Action contre la vie chère, le gouvernement a jugé bon de réduire le prix du pétrole à la pompe. Et si nous prenons l'essence, c'est réduit de 45 francs. Si nous prenons le gasoil, c'est réduit de 14 francs. La plateforme Action contre la vie chère a estimé que c'est très insuffisant par rapport à la chute du prix du baril du pétrole international. Donc la plateforme veut amener le gouvernement justement à diminuer encore le prix du pétrole à la pompe. C'est pourquoi cette plateforme appelle la population ce mardi et demain mercredi à boycotter l'achat des produits pétroliers à la pompe. Dans quel commentaire vous en faites? Non, j'estime que c'est une revendication légitime. C'est une revendication légitime si on sait que le baril du pétrole à l'international chute et qu'au Togo, imaginez, on en a diminué le prix du pétrole de 45 francs. Quelle incidence cette baisse peut avoir sur le panier de la ménagère quand on sait que si nous prenons un Zemi-Diamant par exemple qui doit s'approvisionner en carburant 4 ou 5 litres par jour, si vous multipliez 4 ou 5 fois 45 francs, ça ne permet pas de diminuer par exemple le prix du transport. Ça ne permet pas de diminuer considérablement le prix des produits de première nécessité. Donc je vois que l'appel de la plateforme Action contre la vie chère est un appel tout à fait légitime, est un appel qui doit être respecté par la population. Et du côté des services téléphoniques également, et vous allez constater que dans les autres pays, le coût téléphonique est moins cher, mais au Togo c'est cher. Et a fortiori, vous faites le forfait pour l'Internet. Eh bien, vous lancez votre forfait et vous allez rester là-bas pendant 30 minutes. Ce que vous voulez, ça ne vient pas. Et à la fin du mois, le forfait s'épuise et vous allez payer comme ça et sans véritablement exploiter ce que vous avez fait comme forfait. Tout cela, ça frustre. Donc, je pense que l'appel de l'Action contre la vie chère de boycotter les produits pétroliers pour ces 2 jours, aujourd'hui et demain, et les services téléphoniques aujourd'hui et demain, je pense que c'est un appel qui est légitime. Et cette plateforme appelle aussi toute la population togolaise à faire un sitting le jeudi prochain à l'esplanade du ministère du Commerce. Oui, et Joseph, en tout cas, vous venez d'écouter Pakoum Doucet par rapport à tout son développement autour de la question de la vie chère, notamment la baisse des prix des produits pétroliers, jugée insuffisante aujourd'hui. Vous avez également suivi son commentaire autour de la question liée au service de téléphonie dans notre cher pays, le Togo. La dernière fois, Madame la ministre Sinan Lanson est sortie et elle a reconnu quand même que c'est cher. Elle a reconnu que ça ne marche pas comme on l'aurait voulu. Et elle a présenté, en termes de solution, la nécessité d'un 3e opérateur. Et donc, l'appel est déjà lancé pour que ce 3e opérateur soit là, vous, autour de toutes ces questions qui répercutent sur la vie quotidienne des citoyens togolais. Quelle analyse vous en faites? Oui, bon, je suis citoyen également comme les autres qui nous écoutent. Et d'abord, la nouvelle du mercredi dernier m'a quand même réconforté. Quel qu'en soit
le prix de diminution, que ce soit 45 francs ou que ce soit 50 francs, je pense que ce que les Togolais veulent, c'est que quelque chose soit fait pour que le prix du caviar puisse... Mais quelque chose de considérable. Oui, aujourd'hui c'est 45 francs. Ce sont les 45 francs qui ont été quand même diminués et 14 francs au niveau du gaz. Je pense que ce n'est pas aussi énorme comme nous le souhaiterions. Et c'est là où j'interpelle encore le gouvernement sur le problème de la communication. Je pense que notre gouvernement, si en 2014, il y a quelque chose qu'il faut reprocher plus au gouvernement, c'est le manque de communication. Cela a été toujours, mais je pense qu'en 2014, ça a été le compte. Je me rappellerai très bien en janvier 2014, quand le gouvernement a décidé de supprimer les subventions. J'ai vu combien de fois les membres du gouvernement sont montrés au créneau sur les médias et ont expliqué en long et en large le pourquoi le gouvernement doit quand même supprimer la subvention. Ils ont avancé et même les arguments de la Banque mondiale, que c'est la Banque mondiale qui a demandé que les subventions soient supprimées. Je ne vois pas aujourd'hui que au moment où le prix du baril commence à chuter, 45%, pour imaginer, 45% de baril depuis le début de l'année, c'est énorme pour les pays producteurs de pétrole. Mais je ne vois pas pourquoi jusqu'à présent le gouvernement même n'est pas monté encore que pour pouvoir expliquer à la population la nécessité que la population comprenne les mécanismes de commande, les mécanismes de commande des produits. Et surtout, quel type de contrat le gouvernement a avec le fournisseur. Et qu'au jour d'aujourd'hui, quand le prix diminue sur le marché international, ça ne peut pas diminuer automatiquement. Le mercredi, c'est vrai, j'avais dit que je suis très fier. Mais pourquoi attendre jusqu'au lundi pour que les prix soient respectés à la pompe? Je me rappelais avant, quand sauf qu'à partir de lundi, on a constaté quand même qu'il y a rupture totale. Il y a peut-être délibérément la fermeture de certaines stations. Ça aussi, on va en venir. J'étais à Vaughan hier, j'avais remarqué qu'on a mis au moins 610 au niveau des appareils. Donc, je disais, peut-être que ça a marché. Mais arrivé à Lomé, hier soir, j'étais très surpris que au niveau des stations d'essence, apparemment, il n'y a pas de carburant. Heureusement, je connais quelqu'un qui travaille au niveau de la STE, la Société Togolaise d'entreposage, que j'ai appelé. Il m'expliquait que c'est un problème administratif pour le moment. Parce qu'il faut revoir tous les copies, les choses ne sont pas encore en règle. J'ai dit, bon, ok, peut-être que d'ici midi, tout serait arrangé. Mais est-ce que finalement, permettez, sur ce plan par rapport aux produits, à la baisse des prix des produits pétroliers, est-ce que ce problème avait besoin d'être du moment où le gouvernement a signifié qu'il a subventionné à 12 milliards de francs CFA? Non, mais ça aussi, c'est à revoir. Parce que c'est ce même gouvernement qui nous avait dit... Vous remettez en doute la parole du gouvernement? C'est le gouvernement qui nous a dit en janvier 2014 que la subvention a été supprimée. Donc, s'il va falloir que le gouvernement augmente... ou bien c'est le FMI, non, la Banque mondiale et le FMI. S'il va falloir que le gouvernement revoit encore sa copie... Peut-être qu'aujourd'hui, la Banque mondiale et le FMI sont revenus sur leur injonction. Mais c'est pourquoi je dis qu'il y a un problème de communication. S'il va falloir que le gouvernement revienne encore sur sa position pour pouvoir subventionner, il faudrait qu'on passe un communiqué pour nous dire, bon, voilà, nous avons, pour le moment, nous avons supprimé, mais nous avons vu que, bon, la suppression, ça ne va pas avantager le Togo, et nous voulons encore recommencer à subventionner le produit. Jusqu'à présent, il n'y a même pas de communiqué, à ce que je sache. Mais si la fois passée, ils ont diminué pas de 12 milliards, je pense que les Togolais sont intelligents, je le dis toujours, les Togolais sont intelligents. Si le gouvernement veut aller, c'est vrai, nous tous, je pense qu'eux-mêmes qui sont là, même ceux qui achètent, même ceux qui utilisent des bons d'essence pour aller acheter de l'essence, ce serait l'argent du contribuable togolais. C'est marrant que demain, ou bien aujourd'hui, qu'il aille à la station, il ne trouve pas de carburant. Au même moment, n'oubliez pas qu'il y a des publicités, il y a des campagnes qui passent... Qui interdisent la vente de boulets. C'est ça, de carburant illicite. Alors, qu'allons-nous faire? C'est la grande question. Oui, nous n'avons que quelques minutes malheureusement, mais Espoir, aujourd'hui, est-ce que vous comprenez, lorsque le prix du baril était monté à un niveau, il n'y avait pas eu de subvention, lorsque ça a chuté à l'international, on subventionne à 12 milliards de francs. Est-ce que vous comprenez ce mécanisme finalement? Oui, c'est ce double langage-là qui permet au gouvernement d'exploiter les populations en satiété. Le gouvernement qui a ce rôle régalien devrait, pour les meilleures conditions de vie des populations, ici plutôt, faire tout pour pouvoir
engouffrer ces populations dans une certaine misère. Et vous voyez, lorsqu'on voudrait monter un peu ces prix-là, on nous avait dit que c'était une exigence de la Banque mondiale qui ne voudrait plus voir les pays subventionner ces produits pétroliers. Mais aujourd'hui, après que les organisations qui sont dans l'action contre la vie chère est montée sur les créneaux pour dire voilà, il faudra impérativement baisser ces prix, tout ça avec des actions que nous connaissons. Le gouvernement, en baissant légèrement, je dis, ces prix, nous dit que voilà, que c'est une nouvelle subvention qui a permis de baisser ces prix-là. Moi, je pense que c'est ça aussi qui permet que le citoyen lambda ne fait plus foi, qui fait que le citoyen ne fait plus foi au gouvernement, à nos gouvernants. On ne peut pas, un gouvernement ne ment pas au peuple. Je pense qu'il faudra corriger cela. Et si c'est un problème de communication... Peut-être que Joseph l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas mentir, mais c'est peut-être un manque de communication autour des motivations réelles. Le contrat, c'est là. C'est une contradiction, une parfaite contradiction. Quand le gouvernement dit au départ que c'est une exigence de la Banque mondiale, aujourd'hui, ce même gouvernement nous dit que voilà, que c'est sa propre subvention qui permet de diminuer les prix. Je pense que le contrat, c'est là, c'est une contradiction. Donc, moi, à mon humble avis, je ne peux qu'encourager en tant que citoyen ces différentes associations qui mènent des actions pour qu'il y ait diminution considérable de ces prix-là par rapport à la chute du baril sur le plan international. Le gouvernement doit céder et je pense que c'est une honte pour nous quand les Ghanéens ou autres Bénins, lorsque nous voyons vers ces pays, lorsque vous achetez du crédit par exemple pour communiquer, vous êtes à l'aise. Mais ici, c'est avec grande difficulté que nous arrivons à communiquer, c'est grave. Malheureusement, les minutes qui nous sont imparties dans cette émission sont complètement épuisées. Merci donc à tous nos invités pour avoir accepté notre invitation ce matin et être des nôtres pour contribuer au développement de notre cher pays, le Togo, au nom de l'appel qui nous est lancé à travers l'hymne national, la terre de nos aïeux togolais. Viens, bâtissons la cité. Nous retenons quand même l'appel lancé au parti au pouvoir de donner des garanties par rapport à la recomposition de la Cour constitutionnelle et par rapport à la CENI également, et d'assurer la transparence et la crédibilité et la liberté dans l'organisation des élections au Togo. Également l'appel qui est lancé à la classe politique de l'opposition de donner des garanties de non-poursuite à la minorité citée par le chef de l'État comme celle qui s'accapare des ressources du pays. Également l'appel lancé quant à l'opposition de céder et accorder au président Faure Gnassingbé sa présentation à la prochaine élection présidentielle. Également la nécessité d'un médiateur, en tout cas c'est ce qu'on retient des commentaires des confrères journalistes ici en studio par rapport aux produits pétroliers ou à la vie chère. Vous avez compris également que c'est jugé insuffisant cette baisse des produits pétroliers et que le gouvernement fasse mieux pour améliorer les conditions de vie et de travail des Togolais. Nous allons vous renvoyer vers vos claviers à travers cette question et surtout à poster les réponses sur notre page Facebook ou la page Facebook de l'émission en tapant juste Grand Jury dans votre moteur de recherche. La question elle est celle-ci. Comment Nelson Mandela a mené le combat politique en Afrique du Sud et quelles ont été les concessions faites par ce dernier pour devenir la légende célébrée par tous les Africains et le monde entier? Je reviens avec la question. Comment Nelson Mandela a mené le combat politique en Afrique du Sud et quelles ont été les concessions faites par ce dernier pour devenir la légende célébrée par les Africains et le monde entier? À vos claviers et rendez-vous pour vos commentaires sur la page Facebook de votre émission en tapant Grand Jury dans le moteur de recherche. Merci donc à vous toutes et à vous tous. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Je vous donne rendez-vous demain, même fréquence, même heure, même émission. Et si tout va bien, on se retrouve donc bien de choses à vous toutes et à vous tous. Au revoir.